Je maîtrise pas trop Livestorm. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, comme ça on s'assure que tout va bien. Et puis on va se donner encore 1 minute ou deux pour attendre les derniers arrivants. A priori, ça va. Bonjour à tous, super. Merci de nous faire un petit coucou sur le chat, c'est sympa. Bonjour à tous. Bonjour. Super. Oui, On va laisser les. Ouais, non, on va y aller, hein, je pense, Enzo, si ça te convient. On peut démarrer, puis ça laissera le temps aux dernières personnes de nous rejoindre dans les minutes qui arrivent, le temps peut-être qu'on fasse les présentations. Merci à tous d'être avec nous ce matin. On est ravis d'être avec vous pour vous présenter plein de petites choses, pas mal de chiffres, vous verrez, pas mal de chiffres qui sortent d'une étude récente qu'on a pu faire. Promis, on va essayer de pas uniquement dérouler des chiffres, mais aussi de vous donner un peu des éléments de contexte et d'analyse autour de ces chiffres. Pour commencer, on va peut-être se présenter. Mathieu, est-ce que tu veux, à toi l'honneur. Merci Louis. Donc Mathieu Chérubin, moi ça va faire dans 5 ans que je suis chez Clever Connect et donc je suis le responsable du pôle secteur public. Donc j'ai la chance de travailler avec Enzo et les équipes de la métropole depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur cette belle plateforme Emploi Toulouse Métropole. Alors, merci Mathieu. Je réponds juste à un message que je vois en direct de Aïcha qui dit qu'elle n'a pas de son. J'ai l'impression que toutes les autres personnes ont du son. Donc, a priori, le problème doit venir de chez vous. Mais du coup, elle ne m'entend pas. Donc, peut-être quelqu'un peut écrire dans le chat de voir si si elle n'a pas des écouteurs branchés, mais qui ne seraient pas dans ses oreilles, ou si jamais elle n'avait pas le son à zéro, puisque, a priori, vous avez tous bien du son. Hein. Vous pouvez me le confirmer. Je vais enchaîner donc pour me présenter. Je m'appelle Louis Coulon, je suis l'un des cofondateurs de Clever Connect, qu'on va présenter dans le détail dans la foulée. Ravi d'être là ce matin. Merci Enzo de nous avoir invités. Avec plaisir. À toi Enzo. Je vais terminer la présentation. Donc bonjour à tous. Donc je pense que la plupart me connaissent maintenant. Je suis Enzo Panturo, donc je suis chargé de projet emploi donc à Toulouse Métropole depuis octobre 2021. Et je suis toujours ravi de travailler avec Clever Connect, notamment sur les webinaires qui sont très très intéressants et qu'on souhaite aussi vous proposer donc à vous entreprises du territoire pour que vous puissiez aussi avoir de l'information, que vous puissiez aussi créer peut-être du lien entre vous et avoir aussi peut-être des réponses, des solutions à vos questions sur le domaine du recrutement. Alors, juste avant de commencer ce webinaire, j'aimerais quand même faire un petit rappel de quelques chiffres sur la plateforme, puisque vous savez, les webinaires émanent de la plateforme. Hein. Sans la plateforme, aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait pas organiser ce genre de manifestation en ligne. Donc voilà, c'est un petit rappel pour que ceux qui sont inscrits ou ceux qui ne le sont pas, peut-être aient envie de s'inscrire, d'être informés, de voir comment ça fonctionne. Et puis après, ceux qui sont inscrits, peut-être, on va dire, remettre en ligne des offres, réactiver un peu votre réseau sur cet outil. Donc juste, pour rappeler un contexte, je vais faire très rapide puisqu'on n'a pas non plus 1 heure. Mais voilà, la plateforme a été mise en ligne donc le 4 janvier 2022. C'est une commande politique. L'objectif, il a vraiment été de rapprocher au maximum l'offre et la demande d'emploi sur le territoire. On compte aujourd'hui à peu près 630 entreprises inscrites. Voilà, donc on avait, nous, une promesse qui était de 400 entreprises fin 2024. On a largement dépassé le quota. Donc c'est plutôt bien, on travaille bien et je remercie encore aussi Clever Connect pour ce travail aussi de communication auprès des entreprises et aussi les partenaires emploi qui communiquent bien sûr, ils sont peut-être présents aujourd'hui et voilà, via sur les forums aussi, voilà, via LinkedIn, les réseaux sociaux. On varie entre 4 000 et 8 000 offres d'emploi donc sur toute l'année. On a constaté qu'il y avait des périodes où il y avait moins d'offres, c'est normal, on est sur des périodes un petit peu creuses, notamment l'été, les périodes estivales et les périodes où il y a beaucoup plus d'offres donc qui viennent s'alimenter sur la plateforme.
Donc, on varie entre 4 et 8 000 offres. Et on est quand même à plus de 5 000 candidats inscrits aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Vu la communication qu'on fait, on va dire une communication un peu de niche sur les forums, où on essaye d'être présent un petit peu partout. On essaie d'attirer aussi des candidats qui viennent de tous les horizons et qui viennent s'installer sur Toulouse, qui cherchent du travail en local. Et puis enfin, un petit chiffre sur les candidatures. Beaucoup d'entreprises me demandent les candidatures, combien il y en a. Donc, on a regardé les statistiques, on est à plus de 12 000 candidatures. Et ce qui ressort le plus, ce sont des gens qui postulent dans les secteurs de la fonction publique, de la communication assurance, immobilier et industrie. Voilà, donc je vais laisser maintenant Louis et Mathieu dérouler ce webinaire très intéressant sur la relation candidat-recruteur. Ils vont décrypter, on va décrypter ensemble les bonnes pratiques et où trouver les meilleurs candidats aujourd'hui sur le bassin toulousain, même en général au national. Merci Mathieu, merci Louis, merci à tous. Avec plaisir, merci Enzo pour ta confiance. On va en effet essayer de décrypter au maximum les tendances actuelles basées sur l'étude dont je vous parlais. Avant ça, on vous a soumis un petit sondage pour essayer d'aider Enzo à savoir qui sont les participants du webinaire ce jour. Est-ce que vous connaissez cette plateforme? Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous en servir déjà? Et puis, Enzo, une question pour toi. On va essayer de les prendre au fur et à mesure aussi pour rendre ça interactif. Une question, est-ce qu'on peut déposer des offres en alternance sur la plateforme? Bien sûr. On a aujourd'hui plus de, j'ai envie de dire, 300-350 offres en alternance qui sont déposées. La plateforme est ouverte à tous et à tous les profils et à tous les types de contrats. Là on voit sur la capture d'écran qu'on n'a que du CDI, CDD, stage et alternance, mais on a aussi de l'intérim, on a aussi du contrat civique, du bénévolat. Donc n'hésitez pas, toutes les offres sont les bienvenues sur l'outil. Merci Enzo. On va vous parler très rapidement de Clever Connect. Donc Clever Connect, c'est un éditeur de logiciels dédié uniquement au recrutement, à l'acquisition de talents. C'est notre expertise depuis plus de 10 ans. Un pur produit français, puisque la société a été créée en France et compte aujourd'hui 70 collaborateurs dans différents pays européens. Voilà, on accompagne plus de 2500 clients sur des enjeux principalement d'attractivité, d'engagement, d'expérience candidat, d'optimiser l'expérience candidat et aussi des fonctionnalités permettant de mieux comprendre qui sont les candidats, leur potentiel, leurs envies, leurs motivations, afin aussi d'effectuer les meilleurs recrutements et avoir un super ROI. Donc ça, c'est notre société. Vous nous connaissez peut-être aussi pour le job board Météo Job, parmi les principaux job boards français. Et puis, on a une forte activité pilotée par Mathieu, où on travaille particulièrement avec les entités publiques. Je vais laisser en parler un petit peu, Mathieu. Merci Louis. Effectivement, voilà, on a la chance de travailler avec la métropole de Toulouse, mais également envoyé sur de nombreuses plateformes au niveau national, régional, mais également un petit peu à l'étranger. Donc, vous avez le site agfi.fr, qui est un site pour les personnes en situation de handicap, qui est aujourd'hui le numéro 1 sur ce sujet. Et on travaille avec l'AGFI depuis plus de 10 ans aujourd'hui, des régions, de nombreuses CCI, et également des filières professionnelles. Donc là, on va démarrer bientôt un projet avec l'OPCO Atlas. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir mettre en relation des candidats et des entreprises sur un territoire, au sein d'une filière professionnelle, et sur différents périmètres. Parfait. Merci Mathieu. J'ai présenté dans les grandes lignes le nom des solutions qu'on propose et on rentrera moins dans le détail après, bien entendu. Ce sont des solutions qui permettent d'entretenir des relations avec beaucoup de candidats, de construire des carrières optimisées, de mettre en place des programmes de cooptation ou encore de faire des entretiens vidéo. Voilà quelques-uns des logiciels qu'on propose. Peut-être même en utilisez-vous déjà certains. Je vous propose qu'on démarre, qu'on parle maintenant, qu'on vous parle un petit peu de notre compréhension du marché. On va commencer par parler un petit peu des candidats et des grandes tendances, on va dire, macroéconomiques autour des candidats, puis aller dans le détail de ce qu'on a compris de notre dernière étude, de leurs envies, de leurs attentes, pour vous aider. Et n'hésitez pas à rebondir, bien entendu, pour vous aider à comprendre leurs besoins et essayer de construire finalement les meilleures expériences, les parcours optimisés qui vont vous permettre d'être en grand succès sur vos recrutements. Et enfin, on va vous parler aussi un petit peu de notre compréhension et de nos propositions pour vous aider dans ces challenges. Voilà pour l'ordre du jour. On a du pain sur la planche, donc on va démarrer tout de suite. On va commencer par un regard un petit peu macroéconomique, vous donner quelques grands chiffres, grandes tendances. Déjà, si c'est compliqué pour vous de recruter actuellement, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls puisque plus de 75% des entreprises dans le monde entier
font face à ce qu'on appelait historiquement une pénurie de talent et qu'on va appeler aujourd'hui une pénurie de candidats, puisque, entre guillemets, la notion de talent, elle est déjà un petit peu élitiste. Et aujourd'hui, c'est tout poste confondu, quelles que soient les typologies de métiers, les niveaux d'études, on est souvent en grande tension sur le marché de l'emploi. Et ça, on va essayer de vous présenter les différents éléments, qui est le candidat, où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il veut vraiment, c'est les grandes questions qu'on se pose et comment le séduire. Et tout ça, cette grande pénurie, elle est liée à un élément simple. Déjà, quand on regarde, on voit qu'on a des éléments démographiques qui rentrent en jeu. Vous voyez ces trois courbes. La courbe rouge représente la part des personnes en âge de travailler de 15 à 64 ans sur la part de population totale. Et on voit qu'en Europe, on a finalement un sujet démographique et qu'on va avoir d'ici quelques années, dans 7 ans, 2030, 15 millions d'actifs manquants en Europe. Donc tout simplement, le pot commun européen, déjà, si on démarre par l'Europe, après on va descendre sur la France et même sur votre région, on a déjà un sujet de moins de personnes en âge de travailler, donc le pot commun s'est rétréci. Et si on regarde la raison de ça aussi, l'autre élément important pour cette pénurie, c'est le taux de chômage. On dit en général que quand on est en dessous de 10% de chômage dans un pays, on est en plein emploi structurel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en chômage, mais finalement ne sont pas forcément en recherche, et donc on considère qu'on est en plein emploi structurel. Vous voyez que on a que 2 pays actuellement en Europe qui sont au-dessus des 10%, donc qui ne sont pas en plein emploi structurel, qui sont l'Espagne et la Grèce, et tous les autres pays, dont la France, qui est pas loin de 6%, sont sur des niveaux de chômage très faibles. Et donc, si je le dis d'une autre façon, si vous voulez recruter quelqu'un, c'est pas forcément des demandeurs d'emploi, mais des personnes qui sont déjà en poste, et donc ça devient particulièrement difficile de les attirer. Donc, une vraie tension. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat si c'est bien ce que vous constatez, si vous avez l'impression que sur vos métiers, c'est assez en pénurie. Un tel taux de chômage, en France, en tout cas, ce n'était pas connu depuis plus de 40 ans. Donc, vous voyez à quel point la situation est exceptionnelle. Et à nouveau, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, je vois que Stéphanie nous dit que c'est très, très tendu pour elle également. Si on regarde maintenant sur les régions, on voit que on a un taux de chômage qui est un petit peu linéaire, un peu similaire partout. A priori, et ce n'est qu'a priori, c'est théorique, ce sont des grands chiffres, dans votre région, le taux de chômage est un peu plus élevé, donc le niveau de tension devrait être un petit peu plus faible que dans d'autres régions comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, par exemple. Voilà. Mais globalement, toutes les régions sont bien en dessous de ces 10%, qui est le plein emploi structurel. Et donc la question, quand on regarde aussi les prévisions, on voit qu'il y a un ralentissement de l'emploi, mais malgré tout, 175 000 emplois nets vont être créés par an sur les prochaines années. Donc l'équation infernale, entre guillemets, c'est tout le monde est en poste, il y a moins de personnes en âge de travailler, et il faut quand même qu'on arrive à recruter plus, puisqu'on crée des emplois tous les ans avec une activité économique qui certes a ralenti ces derniers mois, mais qui néanmoins est en croissance, ou en faible croissance. Donc, selon nous, en tout cas, Mathieu, je ne sais pas si tu veux commenter, tu connais bien aussi le contexte local, mais selon nous, déjà, on imagine bien qu'il est intéressant d'aller regarder les attentes des candidats pour essayer de régler, en tout cas de répondre à cette problématique de tension et de sortir un petit peu du lot. C'est un peu ça le sujet. Comment je peux sortir du lot dans la flopée d'entreprises qui essayent de recruter en ce contexte tendu? C'est vrai que pour compléter Louis par rapport à effectivement la situation sur l'Occitanie, l'Occitanie qui est un grand territoire avec bien sûr des disparités. On sait qu'il y a un taux de chômage légèrement plus élevé, mais ce qui n'empêche pas la pénurie. D'ailleurs, vous l'indiquez vraiment bien dans vos commentaires avec des secteurs que l'on connaît qui sont régulièrement en tension. Tout ce qui va être certaines industries, la sécurité. La sécurité, on sait que c'est un enjeu fort dans les prochains mois. Entre le mondial de rugby et les Jeux olympiques qui arrivent, il y aura des forts besoins encore de former des personnes dans la sécurité privée. Et puis également sur les métiers du médico-social. Donc, il n'y a pas de secret avec Toulouse également, qui est un gros pôle forcément sur ces sujets, avec un grand CHU notamment, et voilà, des besoins très forts aussi sur ces points. Donc, vos commentaires en fait confirment aussi cette tension. Donc, on pourrait penser que malgré un taux de chômage plus élevé, les tensions seraient moindres, mais pas forcément, puisqu'il y a un décalage qu'on peut constater. La plateforme permet de le voir aussi entre l'offre et la demande d'emploi. Donc, il y a régulièrement, on regarde ces chiffres avec Enzo qui confirment ce décalage.
Je me permets de dire au passage que dans le premier sondage qu'on a posé, on voit que la majorité d'entre vous connaissent la plateforme, mais n'ont jamais vraiment recruté dessus. Une seule personne, bravo à elle, a déjà recruté dessus. Donc peut-être déjà une première piste dans un contexte comme celui-là et des marchés très tendus, plus on accumule les sources et plus on se donne des chances de succès différentes, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier d'une certaine façon, plus on a de chances d'y arriver. Donc peut-être une première piste qu'on peut vous donner, on est un peu là pour ça, n'hésitez pas à aller vous inscrire et publier vos offres d'emploi sur la plateforme. On va parler maintenant un peu des candidats. C'est difficile de les recruter, on l'a compris. C'est pas prêt de s'arranger. On voit que d'ici 2030, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Donc, il est temps de travailler l'approche en se disant comment je suis plus performant que mes concurrents, comment je comprends mieux mes candidats, comment je mets en place ce que mes candidats souhaitent. Et pour ça, on va s'intéresser un peu à eux. Et avant de parler d'eux en tant que candidats, on va parler d'eux en tant que consommateurs, que vous et moi, on est tous pareils finalement. L'énorme majorité d'entre nous utilisent plusieurs ou toutes ces solutions, ces réseaux sociaux qu'on voit ici, et ils ont tous en commun, c'est nos habitudes du quotidien en fait. Je pense que si on a tout ça, si on regarde tout ça, c'est à peu près des usages quotidiens qu'on a tous, et ils ont tous en commun une expérience hyper optimisée. C'est personnalisé. Je n'écoute pas la même playlist Spotify que mon voisin et je n'ai pas peut-être les mêmes contenus sur YouTube que mon voisin ou sur Netflix. Un usage morcelé. Je peux démarrer aujourd'hui, je mets en pause parce que j'ai quelque chose à faire, je reviens demain, je peux reprendre là où j'en étais. Des découvertes guidées. Je suis pris en main finalement par une intelligence, par des algorithmes ou des choses comme ça pour aussi me faire découvrir des choses que je pourrais aimer, que ce soit de la musique, que ce soit des articles à acheter, que ce soit des vidéos. Et enfin, tout est hyper simple. C'est immédiat, j'ai pas besoin d'attendre que ça se charge pendant longtemps. Quand j'ai commandé quelque chose, je peux le suivre en temps et en heure et m'assurer que ça arrive bien à bon port. Et surtout, je peux payer en un clic sur la majorité de ces solutions. Donc, on est dans un confort du quotidien, dans nos expériences personnelles inouïes, qui ne se retrouvent pas forcément on va dire aujourd'hui dans les parcours que propose le recrutement. Leurs parcours de recrutement ne sont pas forcément calqués là-dessus. Or, ils devraient, puisque si on regarde ici, on est sur un schéma théorique, mais qui vous montre que finalement, 2 candidats pour postuler à la même offre dans la même entreprise ont 2 parcours, un totalement différent, individuel, et 2 absolument pas linéaires. Et donc, c'est évident théorique, mais chacun a ses propres points de contact. Je vais croiser quelqu'un, on va discuter, puis ensuite un copain va m'en parler, puis je vais aller voir le site, puis enfin je vais me dire tiens, je cherche une offre et je vais postuler, alors que quelqu'un d'autre va peut-être faire ça de façon totalement différente. Et donc, on va dire que le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est mettez-vous à la place des candidats. On l'a tous été, ou en tout cas on est des consommateurs et on peut se projeter sur ce qu'attend un candidat, et essayer de réfléchir à des parcours qui ne soient pas un processus linéaire qui est simple pour l'entreprise, mais plutôt un parcours optimisé, individualisé pour le candidat. D'accord ? Mathieu, Enzo, vous n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous voulez commenter, parce qu'une fois que je suis lancé, je suis lancé. C'est très bien. Parfait. Et donc, pour construire ces parcours, quand on a compris que ces candidats, finalement, il faut essayer de se rapprocher au maximum des expériences qu'ils ont en tant que consommateurs au quotidien, essayer de comprendre dans la partie recrutement, cette fois, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs habitudes. Pour ça, on a effectué une étude qui est assez récente. Elle date du mois de mai 2023, donc juste avant l'été. Nous, on travaille avec des entreprises partout en Europe, donc on lui a donné on a fait ça sur des cibles dans différents pays européens. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les répondants français. Évidemment, on est sur une population en âge de travailler. La façon dont on a construit cette offre, on va dire, c'est déjà, on a essayé de faire ça de façon assez linéaire, c'est-à-dire qu'un candidat, quelle est déjà la première approche, le premier contact qu'il apprécie ou apprécierait avec une entreprise, donc le premier contact. Ensuite, une fois qu'il y a ce premier contact, quelle expérience il souhaite dans la durée. On n'est toujours pas à l'étape où il a postulé une offre d'emploi, mais après ce premier contact, comment il aimerait être traité, quel type de rapport il aimerait avoir avec l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va postuler, ou à l'inverse, qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne va pas postuler. Et une fois qu'il est dans le processus de recrutement, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va aller jusqu'au bout de ce processus de recrutement, ou encore une fois, à l'inverse, qu'est-ce qu'il va faire qu'il s'arrête, coupe le processus de recrutement pour ne pas aller au bout. Et enfin, on est allé aussi sur l'après, c'est-à-dire
une fois que le processus de recrutement est terminé, et dans le cas où il ne serait pas recruté, quel type de rapport souhaite-t-il conserver avec l'entreprise, puisque c'est très important de capitaliser sur ces candidatures passées. Voilà un peu l'ordre chronologique qu'on a donné à cette étude, et puis si ça vous va, on rentre dans les chiffres. Donc, première chose déjà qu'on a demandé, c'est êtes-vous à la recherche d'une offre d'emploi actuellement? Êtes-vous cherchez-vous un emploi actuellement? Seulement 18% des répondants disent oui, je cherche actuellement une offre d'emploi. Donc si on le met dans l'autre sens, 82% ne sont pas en recherche d'offre d'emploi. Donc c'est la traduction directe de ce qu'on disait tout à l'heure, hein. La majorité des personnes sont en poste, actuellement une forte tension sur le marché. Donc voilà, sachez-le. Déjà, utiliser des canaux qui, on va dire, ciblent des candidats actifs, donc des personnes activement en recherche d'emploi, vous touchez à un instant T 18% du vivier de candidats potentiels. Donc 82% ne sont pas en recherche active, et sur ces 82%-là, les personnes qui ne recherchent pas une offre d'emploi, malgré tout, prenez-le en compte, presque un tiers nous disent en revanche, je ne cherche pas, mais je suis ouvert, je suis en veille, je suis intéressé à découvrir des opportunités. Et si l'opportunité me séduit, m'intéresse, ou l'entreprise me séduit, m'intéresse, alors je me lancerai peut-être dans les discussions. Donc, comme je disais tout à l'heure, utiliser uniquement des cibles, donc les offres d'emploi en ligne, des cibles qui visent les candidats actifs, c'est s'ouvrir à une partie du marché, et c'est important de le faire. Enfin, c'est beaucoup plus simple et c'est idéal si on peut avoir des personnes qui sont activement en recherche, qui postulent, parce que le processus est souvent beaucoup plus rapide et moins fastidieux. Mais néanmoins, utiliser d'autres sources où on touche des candidats qui, eux, sont passifs, pas activement en recherche. Je pense par exemple au CVTech. Je pense par exemple à des outils comme la cooptation, on va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure, ou d'autres outils plus sophistiqués. C'est multiplier par presque 3 le potentiel de candidats qui vont interagir avec moi et que je pourrais toucher avec mes offres d'emploi. Donc, si vous n'avez pas actuellement une stratégie qui est de dire comment je touche d'autres candidats qui ne sont pas forcément activement en train de chercher, vous passez finalement de presque 2 tiers de votre potentiel vivier de candidats intéressants. Autre élément qui ressort de notre question, êtes-vous actuellement en recherche? On voit que au niveau national, en France, les hommes sont 30% de plus à être en recherche que les femmes. Je n'ai pas d'explication, mais voilà, c'est les chiffres. Mais en revanche, j'ai une analyse derrière ça, puisque les fameuses personnes qui disent « je ne suis pas en recherche activement, mais je suis en veille, si jamais quelque chose d'intéressant se présente, je pourrais creuser la piste », c'est équivalent en termes d'hommes ou de femmes. Donc, de la même façon, adresser des candidats passifs, c'est peut-être un tout petit peu théorique, hein, mais c'est statistique, favorise la parité, puisque vous risquez d'avoir plus de candidatures de femmes en touchant des candidats passifs. Voilà, donc à savoir. Mathieu, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, merci Louis. Effectivement, on a mesuré aussi à travers l'étude un petit peu les disparités entre les régions. Là où il n'y a pas trop de surprises, finalement, ça va être sur la région Île-de-France. Parce que c'est vrai que la région Île-de-France est un bassin d'emploi très tendu, assez dynamique, où il y a quand même aussi un turnover qui est plus important. Donc, on va dire une fluidité au niveau du marché de l'emploi un peu plus forte que dans d'autres territoires. Mais finalement, voilà, on se rend compte du coup que dans les autres régions, donc que ce soit l'Est, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est, exception peut-être du Sud-Est, effectivement, mais sur le Sud-Ouest et Toulouse en particulier, globalement, les candidats sont plus ouverts à la mobilité. Donc, voilà, ce sont vraiment des candidats passifs. Donc, comment ça va se matérialiser, par exemple, dans la plateforme de Toulouse Métropole? Ça peut être des personnes qui s'inscrivent à la plateforme. Certains ne vont pas forcément se rendre visibles dans la CVTech parce qu'ils ne veulent pas toujours que les employeurs les voient, bien sûr, dans la CVTech. Mais ce sont des personnes qui vont vouloir recevoir des contenus, donc recevoir des alertes emploi, recevoir différents contenus. On va l'aborder un peu après avec Louis également. Et donc, c'est vrai qu'on voit quand même que sur votre région, le Sud-Ouest notamment, les candidats passifs sont vraiment ouverts à recevoir des opportunités. Allez-y, foncez. Très bien. On a parlé pas mal depuis tout à l'heure des candidats actifs, des candidats passifs. C'est peut-être aussi le moment de vous peut-être donner un petit peu d'exemple de ce qu'on veut dire avec ça. Un candidat actif, c'est tout simplement quelqu'un qui recherche activement un offre d'emploi. Candidat passif, ça porte peut-être mal son nom puisqu'il n'est pas spécialement candidat, mais c'est quelqu'un que vous devez aller chercher et convaincre de finalement postuler. Et quand on se pose la question qu'est-ce qu'ils veulent,
Un candidat actif, c'est assez simple en général. Je cherche une offre d'emploi, donc j'ai besoin de comprendre si l'entreprise pourrait me plaire, si le poste pourrait me plaire, donc trouver des offres qui sont pertinentes, postuler efficacement et puis être embauché ou idéalement, ou si je suis pas embauché, recevoir un refus qui soit argumenté. C'est l'idéal. Et tout ça en allant vite, puisque je suis en recherche active en général. C'est un moment assez stressant. J'ai besoin de trouver un poste. Donc il y a un vrai enjeu de vitesse. Et donc là, on a plutôt un enjeu à poser un parcours très fluide, très efficace. Sur des candidats passifs, quand on pose la question qu'est-ce qu'ils veulent, par définition, ils veulent rien. Enfin, en fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent puisqu'ils ne sont pas en recherche d'offres d'emploi, donc ils n'ont pas besoin spécialement de vous. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne souhaitent pas recevoir des messages génériques qui ne soient pas pertinents de la part d'inconnus qui les chassent sur LinkedIn ou sur un autre réseau social. Ça, c'est certain, c'est pas un souhait qu'ils ont. Et donc, il est important en tout cas, c'est notre souhait, et on va en parler un petit peu après, de travailler sur construire la relation. Il faut essayer de rentrer dans une approche pour les candidats passifs plus moyen-termiste en se disant ok, je sais que quoi qu'il arrive, typiquement, je travaille dans la sécurité. Je vais avoir besoin de personnes qui travaillent dans la sécurité dans les prochaines années. J'entame aujourd'hui une stratégie de nouer des relations, d'identifier des personnes, de commencer à avoir des échanges, de leur partager des contenus, comme disait Mathieu, pour que dans 6 mois, dans un an, quand j'aurai des postes à pourvoir, je ne démarre pas de zéro en essayant de cibler des personnes à qui je dis bon, j'ai vu votre profil, on a un poste à pourvoir, mais plutôt dire, vous vous rappelez, on discute déjà depuis 6 mois, on a un poste qui s'ouvre, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Je vous garantis que vos chances de succès sont beaucoup plus élevées. Donc vraiment, notre recommandation et nos outils vont dans le sens de anticiper un peu, passer sur une stratégie un peu moyen-termiste et nouer des relations de confiance. Une fois que vous avez bâti une relation, vous avez beaucoup plus de chances de succès. Et évidemment, il y a des outils pour y arriver, on en parlera un petit peu. Si on reparle de ces candidats passifs, on leur a demandé après, parmi ces différentes expériences, qu'est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vivre? Donc 31% d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà été sollicités pour garder contact avec une entreprise avec laquelle ils ont postulé dans le passé. Donc finalement, il y a 2 ans, j'avais postulé une offre et on m'a dit tiens, vous n'avez pas été retenu, mais est-ce que vous souhaitez entretenir, donc ce qu'on disait, la relation, garder contact, donc 31%. 27% de ces candidats passifs ont déjà été cooptés, ont déjà eu l'opportunité d'avoir quelqu'un de leur réseau qui dit tiens, il y a une offre dans mon entreprise, viens voir. Et vous voyez que d'ailleurs, votre région sud-ouest se place sur le podium des entreprises, des régions où il y a le plus de cooptation, donc une région, un territoire de réseau peut-être. 27% d'entre eux ont été contactés, chassés directement par recruteur sans y avoir postulé. Et puis enfin, 17% seulement ont déjà reçu une newsletter d'une entreprise pour postuler une offre. Moi, ce que je vois quand j'analyse ça, c'est assez faible. En fait, ça paraît des chiffres déjà assez importants, mais si on les prend dans l'autre sens, 69% des candidats passifs qui se disent « moi, s'il y a une opportunité qui se présente, je suis en veille, je pourrais être intéressé », n'ont jamais été sollicités pour garder contact dans le passé. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un avantage à essayer d'aller sur ces nouvelles façons de danser dans la relation, puisque vous sortez du lot, en fait. Et 36% des candidats n'ont vécu aucune de toutes ces situations. Donc, déjà, si vous en faites une, vous avez plus d'un tiers des candidats passifs actuels à qui vous proposez une expérience un petit peu nouvelle. Attention quand même, notre étude montre que plus les profils que vous visez sont jeunes, plus ils sont habitués à vivre des expériences un petit peu innovantes ou qui sortent du cadre ou avoir des relations avec les entreprises, et donc plus la concurrence est rude, on va dire, sur ces leviers-là. À l'inverse, plus vous visez des profils seniors expérimentés, plus vous avez vraiment un avantage compétitif à aller sur ce genre de dispositif, puisqu'ils sont assez peu habitués. Donc ça, c'est, on va dire, pour le premier contact. Quel type de premier contact avec une entreprise avez-vous déjà vécu et qu'est-ce que vous apprécierez? Et donc, la première question qu'on a posée, c'est quel est le canal que vous privilégierez pour avoir un premier contact avec une entreprise? Vous voyez que sortent largement en tête l'appel téléphonique et un email personnel du recruteur qui m'écrit. Loin devant un réseau social professionnel comme LinkedIn, recevoir un SMS, recevoir un email autique cette fois, m'écrire sur ma messagerie personnelle WhatsApp ou m'écrire sur mes réseaux sociaux personnels. Moi, ce que j'analyse à nouveau, vous me direz si vous êtes d'accord, même Mathieu, Enzo, je suis preneur de vos retours. Au-delà du canal, j'ai l'impression que ce que les personnes ont jugé ici, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que par définition, un SMS, on sait qu'on reçoit tous des SMS, envoyez stop à 7538. Si vous voulez plus recevoir, on voit tout de suite que c'est pas personnel. Un email automatisé, par définition, le nom le dit, il est automatisé. Et donc, les deux premiers,
se ressortent largement en tête parce que par définition, un appel, il y a quelqu'un qui va m'appeler, je vais avoir une conversation, un email du recruteur, il est écrit dans le message, c'est bien un recruteur qui a pris la peine de m'écrire. Donc, je crois que ce que les gens, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça au-delà du canal, je pense que même un SMS peut fonctionner, WhatsApp potentiellement peut fonctionner si vous avez la possibilité de l'utiliser et que c'est possible dans le cadre légal aussi, à condition que ce soit une vraie conversation. Finalement, ce qui est jugé ici, c'est ça. Moi, je veux bien qu'on me chasse, qu'on vienne chez, à condition qu'on soit dans une vraie conversation avec quelqu'un. C'est pour compléter, Louis, c'est effectivement ce slide est très intéressante. D'ailleurs, on précise bien, vous voyez que c'est le premier contact. Derrière, en fait, une fois que le premier contact a été établi, les candidats sont plutôt favorables à ce que le premier contact soit établi par téléphone ou par email, on va dire des canaux plutôt professionnels au global. Mais derrière, ça ne dérange pas le candidat que la relation et les échanges se poursuivent par SMS, par WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on constate sur les prochaines étapes notamment. Et ça peut être des bons canaux pour tenir informé le candidat. Parce que bien sûr, il y a aussi toute cette volonté des candidats d'avoir une transparence par rapport au processus de recrutement sur les prochaines étapes. Donc ça peut être des canaux à privilégier. Des éléments intéressants, on voit aussi la disparité entre la France et l'Allemagne. Peut-être que les Allemands sont beaucoup moins enclins à mélanger aussi le côté pro-perso. Donc vraiment faire attention à cette séparation au niveau des canaux sur d'autres, vous voyez, d'autres populations, d'autres cultures finalement, là où les Français sont plutôt ouverts. L'ultra-personnalisation, Louis en a parlé. Et puis enfin, vous voyez également que parfois les plus jeunes aussi, ou les personnes moins diplômées, sont plus enclines aussi à utiliser les réseaux sociaux perso. Pour vous donner un exemple, notre partenaire, l'armée de l'air, notamment, recrute massivement sur TikTok, puisque l'armée de l'air recrute sur des populations de 16 à 30 ans. TikTok est le premier canal de recrutement de l'armée de l'air aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment aussi des chiffres qui montrent que on est en train aujourd'hui de déporter aussi et de sortir un peu des canaux traditionnels, suivant la typologie, bien sûr, l'âge des candidats, bien entendu. Tout à fait. Je vois plusieurs questions autour des tranches d'âge. Quand on le précise pas, c'est que l'écart n'est pas significatif, mais bien entendu, j'ai fait la même expérience que les profils plus jeunes, moins expérimentés, ont tendance à apprécier l'échange de SMS rapide plutôt qu'un entretien téléphonique, un appel téléphonique. Néanmoins, je le redis, je pense que c'est vraiment la tournure de la question qui leur fait dire, à choisir, je préfère quelqu'un qui m'appelle avec qui on échange qu'un SMS, parce qu'un SMS laisse entrevoir le fait que ça puisse être une campagne de SMS automatisée. Et comme l'a dit Mathieu, si vous avez l'opportunité de recruter des profils qui n'ont pas le baccalauréat pour vos métiers, pensez vraiment aux réseaux sociaux personnels, puisqu'ils sont 20% versus 8 en moyenne nationale à solliciter, à plébisciter le fait de recevoir, rentrer en premier contact avec une entreprise via leurs réseaux sociaux personnels, Facebook, Instagram. D'ailleurs, en parlant des réseaux, on a aussi posé la question sur lesquels de ces réseaux êtes-vous actif? Avez-vous un compte? On voit que celui qui ressort le plus reste LinkedIn pour les candidats qui sont en recherche ou qui sont ouverts à découvrir d'opportunités. Donc, ça ne concerne pas les candidats qui ne sont absolument pas ouverts à l'emploi. C'est peut-être pour ça que LinkedIn ressort un peu au-dessus, au passage. On voit que finalement, il n'y a pas un écart significatif entre les différents réseaux. YouTube, on n'y pense pas souvent, mais finalement le deuxième le plus plébiscité ici par nos candidats. Mais au-delà de est-ce que vous avez un compte, ce qui nous intéresse encore plus, et là je pense que c'est intéressant pour vous, c'est quels sont les réseaux sociaux et les messageries les plus visités chaque jour. Parce qu'au-delà d'avoir un compte, sur LinkedIn par exemple, on voit que LinkedIn, il y a 3,5 millions de visiteurs quotidiens. Facebook, dont on dit souvent Facebook est en déclin, c'est moins utilisé, etc., a quand même encore 26,6 millions de visiteurs quotidiens. Donc, à nouveau, statistiquement, peut-être qu'il y a plus de monde qui est ouvert en recherche ou passif en veille sur LinkedIn d'après la réponse à notre questionnaire, à notre étude. Mais statistiquement, vous avez 8 fois plus de personnes tous les jours sur Facebook. Donc, a priori, il ne faut pas délaisser Facebook non plus, ou WhatsApp ou Snapchat. Voilà pour ça. Une fois qu'on a cette question-là, on est rentré sur un sujet très spécifique qui est le sujet de la cooptation. D'ailleurs, je serais intéressé à savoir si c'est un levier que vous utilisez. Selon nous, c'est le levier le plus héroïste, le plus utile, le plus pertinent aujourd'hui pour toucher des candidats passifs qui ne sont pas activement en recherche. C'est de demander à votre réseau de collaborateurs ou à votre entourage s'ils ne connaissent pas des personnes susceptibles d'être intéressées par un poste.
Ça se fait parfois de façon assez artisanale, le bouche à oreille, mais il y a aussi des outils, donc comme un outil qu'on propose, qui permettent de rendre ça à l'échelle, s'assurer que l'ensemble de la société rentre dans une démarche de promouvoir vos offres et de penser à des profils intéressants pour vos offres, et de façon digitale pour rendre ça beaucoup plus efficace et attractif. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'on va vous demander dans un petit sondage de nous dire si vous utilisez déjà la cooptation. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est le meilleur moyen de toucher des candidats qui ne sont pas activement en recherche. Et donc, on leur a proposé, OK, donc pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de connaître la cooptation, que maintenant que vous connaissez ça, qu'est-ce que vous attendez, quelle expérience vous attendez dans le cadre d'un processus de recrutement où vous avez été coopté par quelqu'un de votre entourage? Déjà, plus de la moitié, la majorité finalement, attendent d'être traités différemment d'un candidat classique. Déjà, j'ai été coopté, en fait, c'est quelqu'un qui est venu me solliciter, qui m'a dit que ce serait pas mal pour moi ici, cette offre ou cette entreprise. Je m'attends à avoir quelque chose dedans. Et vous voyez que plus on va sur des profils jeunes, plus c'est le cas, on arrive quasiment à 3/4 des candidats qui disent « moi, je veux pas la même expérience que n'importe qui si j'ai été coopté ». Et après, quand on rentre dans le détail, qu'est-ce que vous voulez d'autre? En premier, avec des informations plus détaillées, j'ai envie de mieux comprendre l'entreprise que, entre guillemets, un parcours classique. Deuxièmement, la valorisation, j'ai envie de me sentir privilégié, d'être valorisé par rapport aux autres candidats. Troisièmement, un processus plus personnalisé, donc peut-être pas les mêmes interactions, peut-être pas les mêmes étapes. Ensuite, avoir des conseils pour réussir, donc valoriser aussi finalement, hein, pour m'aider à réussir les étapes. Et le dernier, vous voyez, c'est le fait de sauter une ou plusieurs étapes. Donc si j'analyse ça à nouveau, j'ai l'impression que globalement, c'est plutôt, je veux plus de contenu, plus d'interaction, plus de personnalisation, peut-être rencontrer d'autres personnes, etc. Mais finalement, je comprends bien que ça reste à moi de faire mes preuves et je ne m'attends pas non plus à ce que je sois sur une autoroute, en un entretien, j'obtienne le poste. Voilà. Donc, ayez-le en tête. Souvent, les candidats cooptés n'ont pas les mêmes attentes, ils ont des attentes un petit peu particulières. Ça, c'était pour le premier contact. Maintenant, une fois que le premier contact est lié, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il faut convaincre, surtout si on parle de candidats passifs, entretenir la relation pour 15 jours. Allez, c'est décidé, je m'entends bien avec cette entreprise, la personne qui m'a contacté, je vais postuler. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Première question qu'on a posée à l'ensemble de notre panel, vous voyez, est-ce que, une fois que vous avez eu un contact, vous aimeriez garder un contact régulier avec des recruteurs de votre entreprise, et ce, avant même de rentrer dans un processus de recrutement? Vous voyez que l'énorme majorité des candidats, et à nouveau, on parle des candidats soit en recherche, mais aussi des candidats pas activement en recherche, mais ouverts, répondent oui. Et de la même façon, on leur a demandé, OK, donc pendant cette étape-là, post premier contact, dans toute cette étape qui peut durer plusieurs mois, même peut-être plus d'1 an, où vous êtes en contact, quels sont les types d'informations que vous souhaitez avoir? Premièrement, et gardez-le en tête, ce qui ressort, c'est des offres d'emploi qui peuvent correspondre à mon profil. Donc, je suis peut-être pas en recherche active, mais si l'entreprise fait l'effort toutes les semaines, tous les mois, on verra les qualités, de m'envoyer des offres qui s'ouvrent, qui pourraient m'intéresser par rapport à mon profil, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, vous voyez, c'est des informations plus généralistes de contenu sur l'entreprise, des actualités sur l'entreprise, son secteur d'activité, des informations générales sur le marché de l'emploi, comme celle qu'on a pu présenter un petit peu tout à l'heure, des invitations à des événements et des témoignages de salariés, donc des vidéos ou des écrits de salariés. Pour compléter et rebondir rapidement, Louis, sur ce sujet, hein, c'est vrai que finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, les offres d'emploi restent toujours bien sûr en tête des contenus attendus. C'est vrai que les candidats attendent avant tout des offres pertinentes. Donc c'est vrai que c'est très rassurant, notamment par rapport à la plateforme, hein, et ça se confirme sur la plateforme Toulouse Métropole, le fait d'avoir pour les candidats des alertes matching qui contiennent les offres les plus pertinentes chaque jour. Donc pour eux, ils peuvent recevoir une sélection des meilleures annonces. Ça prouve que vraiment pour vous aussi, le fait d'être présent, d'être actif sur la plateforme et de s'inscrire dans le temps, c'est aussi de pouvoir rester dans la tête des candidats qui verront en fait vos offres à travers ces alertes. Donc il y a évidemment tout le travail de la marque employeur, et on le voit très bien avec les différents items, hein, les actualités d'entreprise, les témoignages des salariés qui sont importants, les événements, tout ce qui est forum et webinaire de job dating également, ça compte. Mais les offres d'emploi, finalement, c'est une des premières choses que les candidats regardent. Donc, d'où l'intérêt de leur pusher des annonces qui sont vraiment les plus pertinentes par rapport à leurs souhaits. Voilà, la plateforme peut vous aider à le faire aussi à nouveau de façon assez automatisée.
De la même façon, quand on parle de partager du contenu, des informations ou des emplois aux premières personnes, enfin, aux personnes avec qui vous êtes rentré en contact, finalement, à votre vivier, on peut appeler ça de potentiels candidats futurs, pensez à nouveau à vos collaborateurs. Donc, ce n'est pas vraiment de la cooptation, c'est plutôt de l'ambassadorat, on pourrait appeler ça. Hein. Ils se font le relais de votre marque employeur, de vos offres d'emploi, de votre contenu, si vous en avez. Tout simplement parce que les études montrent que moi, en tant qu'individu, j'ai 50 fois plus de chances de cliquer et lire un contenu qui m'est partagé par quelqu'un que je connais que exactement le même contenu, mais qui m'est partagé par une marque. Donc, je reçois une information sur votre entreprise, sur une actualité ou sur un métier. Je vais 50 fois avoir plus de chances de la lire que la même chose que vous m'envoyez directement dans une newsletter marquée le nom de votre entreprise. Donc, pensez-y. C'est aussi un moyen de toucher beaucoup plus de candidats, à nouveau, de faire de vos collaborateurs les ambassadeurs de votre marque employeur. Autre information intéressante, quand on parle des offres d'emploi, qui ressortent en premier, hein, qu'est-ce que vous avez envie de voir quand vous avez eu une première interaction avec une entreprise? C'est des offres d'emploi qui pourraient correspondre au profil. 69% quand même des répondants nous disent qu'ils seraient prêts à postuler à une offre d'emploi qui ne correspond pas à leur métier. Donc, ce n'est pas exactement le métier qu'ils exercent aujourd'hui, mais mes compétences pourraient être utiles. Donc, en fait, si l'entreprise me prouve, voilà, les compétences nécessaires, même si ce n'est pas exactement le métier, donc une sorte de reconversion où je peux réutiliser mes compétences, c'est très important. Et à nouveau, dans cette logique de dire, on est en pénurie, c'est tendu, comment je touche d'autres candidats? Pensez-y, touchez des candidats qui n'exercent pas exactement le métier, donc pas forcément chercher des personnes, j'ai n'importe quoi, on cherche un cariste, c'est peut-être un très mauvais exemple, serveur, je tape serveur, potentiellement, vous pouvez plutôt avoir une approche par compétences. Quelles sont les compétences? Je voudrais du relationnel, de l'organisation, de l'énergie, par exemple. Et voilà comment je peux toucher une base de profils plus intéressants. Et contactez-les par téléphone et email direct, puis c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'ils attendent. C'est le meilleur moyen de les toucher. Maintenant, si on parle un petit peu de l'étape qui suit, c'est-à-dire je suis entré en contact avec des potentiels candidats intéressants. On a commencé à nouer une relation. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aux choses sérieuses et qu'ils postulent, finalement, qu'on rentre dans un processus de recrutement. On a posé 2 questions. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à ne pas postuler à une offre? On a préféré prendre ça dans ce sens-là. On s'est dit que c'était très intéressant de voir les erreurs à éviter, finalement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à stopper un processus que vous avez déjà entamé? Donc finalement, les cauchemars, d'une certaine façon, des candidats. Qu'est-ce qui ferait que vous ne postuleriez pas à une offre d'emploi? Premier élément qui ressort, la rémunération. Je ne postule pas, donc vous voyez que vous avez quand même presque la moitié des candidats qui ne postuleraient pas à une offre où la rémunération n'est pas stipulée. C'est de plus en plus le cas. Et de plus en plus d'outils maintenant favorisent, mettent en œuvre, dont les nôtres, le fait de pousser l'entreprise à communiquer sur sa rémunération. C'est pas toujours simple parce que souvent la rémunération elle est selon profil. Dites-le, mais dites plutôt les tranches que vous avez selon les différents types de profils ou donnez une fourchette large. Mais déjà le candidat va savoir s'il se situe dans cette fourchette. Et on a beaucoup d'exemples d'entreprises ou de candidats qui disent on a fait 2-3 entretiens, puis on a fini par parler de la rémunération et je me suis rendu compte que c'était totalement en dehors des attentes, à la hausse ou à la baisse, peu importe. Et donc, on s'est arrêté là et c'est dommage, on a tous perdu beaucoup de temps. Donc, il faut y penser. Deuxième élément qui ressort, les missions ne sont pas ou ne sont pas bien détaillées dans l'offre. Donc, à nouveau, objectif, comprendre quelles vont être les attentes, quel va être mon job, et donc d'être le plus précis possible sur les missions si vous le pouvez. Et vous voyez qu'après, les 3 suivants arrivent quand même assez loin derrière. Les critères de sélection ne sont pas assez clairs. Donc, en fait, j'ai l'impression de me lancer dans un processus, mais je ne sais pas bien ce qui va faire que je vais être retenu ou pas retenu. Évitez ça. Manque de transparence. Je ne sais pas quelles vont être les étapes. Donc, ça, c'est très important et ça l'est de plus en plus, en particulier pour les profils plus jeunes. J'ai besoin de comprendre et qu'on me dise dès le départ, vous aurez un premier entretien, un deuxième, puis une étude de cas, puis un dernier entretien avec notre dirigeant. Et enfin, vous aurez la réponse. Et tout ça dans un délai de 3 semaines. D'ailleurs, je le précise, c'est pas dans cette étude-ci, mais en moyenne, les candidats, quand on leur demande, estiment qu'un délai raisonnable pour l'ensemble d'un processus de recrutement, c'est 3 semaines, entre le moment où ils postulent et le moment où ils arrivent au bout du processus. Donc, essayez d'y tenir. En moyenne, les entreprises françaises sont entre 6 et 8 semaines, donc on est assez loin du compte. De la même façon, si vous arrivez à raccourcir votre processus de recrutement et se rapprocher de 3 semaines et le dire dans vos offres, alors vous sortirez du lot et vous, à nouveau, c'est bien l'objectif ici de gagner face à la concurrence.
Et dernier point, parfois les sites carrières sont fastidieux. Et donc, si déjà rien que pour aller postuler à une offre, j'ai 12 étapes à remplir dans un site carrière, je m'arrête là parce que ça m'ennuie et que, comme on l'a dit, hein, on est dans une période tendue, les candidats sont rois, et donc je vais là où c'est le plus simple, entre guillemets. Sur les profils jeunes, donc deux éléments intéressants. Premièrement, la région Sud-Ouest est la première de toutes les régions qui ont répondu sur les aspects mission mal ou non détaillés. Donc pensez-y, en fait, c'est l'attente la plus forte finalement dans le Sud-Ouest. Et si on regarde les profils un peu plus jeunes, 18-24 ans, on voit que la rémunération chute. C'est vraiment plus tellement la priorité. Et ce qui remonte, qui n'apparaît même pas dans le total national, c'est la transparence sur les valeurs de l'entreprise. Donc, bien communiquer sur les valeurs de l'entreprise pour les profils plus jeunes. Ayez-le en tête. Vas-y Mathieu, je t'en prie. Merci Louis, sur la partie effectivement, notamment sur le contenu des offres, hein, le fait d'avoir des offres qui soient de bonne qualité, une rédaction des annonces qualitatives, c'est vrai que c'est vraiment important. Certaines offres sont parfois trop lapidaires, pas assez de détails sur les missions ou de clarté sur ces missions. Donc ça, c'est vrai qu'on voit que c'est un critère important et visiblement d'autant plus sur votre territoire. Donc les clients ils sont attachés. Et c'est vrai que nous, on fait un vrai travail avec nos clients, nos partenaires sur Météo Job et sur nos plateformes. On a d'ailleurs récemment intégré, vous avez peut-être vu passer l'information, l'outil ChatGPT qui peut s'intégrer à météojob.com pour notamment aider à la rédaction et à l'amélioration, en fait, l'optimisation des offres d'emploi. Et c'est vrai que le fait d'avoir des offres d'emploi bien rédigées, bien optimisées et complètes permet aussi de mieux transformer, avoir plus de clics, plus de candidatures sur vos annonces. Donc, c'est aussi un critère important. Donc, on essaie aussi de faire un travail et l'intelligence artificielle peut aussi être une vraie assistance, en fait, hein, dans ce cas. Oui, tout à fait. Merci Mathieu. La deuxième question qu'on a posée, vous avez postulé à une offre, vous avez entamé un processus de recrutement avec l'entreprise. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous arrêtez net? La première chose, on en revient souvent au même sujet, hein, c'est la personnalisation. C'est pour ça qu'on vous parlait de Netflix, Spotify, etc. tout à l'heure. Le processus ne tient pas compte de mon profil. Donc, je suis assez expérimenté et j'ai l'impression qu'on me pose des questions, qu'on peut faire des études de cas de débutants. C'est qu'un exemple, et vous avez plein de possibilités derrière ça. Manque de transparence sur où en est ma candidature. Donc, pensez-y, si vous voulez tenir, si vous savez que vous avez déjà des recrutements parfois un petit peu longs, vous avez besoin de beaucoup d'étapes parce qu'il y a des décisions internes et vous pouvez rien y faire, alors essayez de contrebalancer ça en communiquant au maximum avec les candidats sur, voilà, vous avez passé avec succès la première étape, on doit positionner une deuxième étape, avant ça, on doit faire le point, vous aurez des réponses sous 48 heures. Plus vous communiquerez et plus vous éviterez de la frustration, voire même des candidats qui vous ghostent, puisque c'est la grande tendance actuelle, hein, qui ne vous répondent plus parce qu'ils ont été frustrés. Vous pouvez taper dans Google un candidat ghosté. Vous verrez, il y a beaucoup d'articles en ce moment sur cette tendance des candidats qui disparaissent et qui ne répondent plus. Voilà. Et puis enfin, les trois derniers, un manque d'interaction avec des personnes. Donc, l'objectif aussi pour un candidat d'un processus, c'est de comprendre la culture, en rencontrant des personnes variées de l'entreprise et peut-être même pas uniquement en entretien. Je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait chez Clever Connect, qu'on aime bien, c'est quand on invite un candidat à venir en entretien avec son potentiel manager ou un entretien RH, on en profite aussi pour lui laisser un petit temps où il rencontre d'autres personnes à la volée sur l'open space. C'est comme ça aussi qu'on sent vraiment de la culture de l'entreprise. Absence de retour personnalisé, sujet historique mais toujours présent. J'ai pas de réponse ou j'ai une réponse automatique qui n'est pas très personnalisée. Et enfin, les délais. J'en parlais tout à l'heure, les 3 semaines. Hein, plus les délais sont longs, plus vous avez des chances aussi d'avoir des candidats qui stoppent le processus. Donc, personnalisation, transparence, alignement avec les candidats et gestion des délais. Ce sont les grands conseils ici. On va un peu plus loin. Le processus de recrutement est terminé et malheureusement, la personne n'a pas été sélectionnée. Si vous avez bien fait votre travail, donc de bien présenter à cette personne les raisons pour lesquelles, déjà de lui dire qu'elle n'a pas été sélectionnée et idéalement avec les raisons pour lesquelles elle n'a pas été sélectionnée, vous voyez que 67% des Européens, si on a écrit Européens ici, c'est que il n'y a pas d'écart significatif entre les différents pays, sont d'accord pour garder contact avec l'entreprise, même s'ils n'ont pas été recrutés. Et c'est d'autant plus le cas chez les personnes jeunes, puisque 78% des moins de 35 ans disent bien sûr, je n'ai pas été recruté, c'est le jeu du recrutement, mais moi je suis tout à fait partant pour recevoir des offres futures, pour garder un contact, pour être appelé, etc. Plus on va sur les personnes expérimentées, plus on va dire que le fait de ne pas avoir été sélectionné est
est déceptif et donc je suis moins enclin à vouloir rester en contact. Mais ça reste quand même plus de la majorité des candidats, bien sûr. Attention, c'est donnant-donnant pour obtenir ça, pour avoir cette possibilité de garder le contact et éventuellement de recruter ces personnes à l'avenir. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça silver medalist, les médaillés d'argent. Donc les personnes qui étaient top, mais quelqu'un d'autre a été recruté, mais c'était la personne qui est deuxième du processus. Gardez le contact, faites bien en sorte de communiquer avec cette personne, de lui expliquer les raisons pour lesquelles l'autre personne a été retenue. Vous donnez d'autant plus de chances d'avoir cette personne engagée dans votre vivier pour un recrutement dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais capitalisez sur votre vie. Tout ce temps passé en entretien avec cette personne, à bien la comprendre et à l'apprécier, même s'il n'a pas été recruté, ne le gâchez pas et faites en sorte que cette personne ait envie de vous rejoindre peut-être dans 3 ans. Donc voilà, 28% des candidats seraient d'accord pour garder ce lien uniquement à condition qu'on leur ait expliqué pourquoi leur candidature n'a pas été retenue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Marie qui a repris notre phrase qui se voulait un petit peu ironique et un petit peu drôle, mais bien entendu, on ne pense pas que les personnes plus expérimentées sont plus rancunières, bien entendu. Comment entretenir une relation avec les deuxième choix? Donc là, on a demandé spécifiquement à ces personnes à qui on a dit, vous avez fait tout le processus et c'est quelqu'un d'autre qui est recruté. À nouveau, quel contenu attendriez-vous de l'entreprise? Le résultat est sans appel, c'est des offres d'emploi qui correspondraient à mon profil. Hein. Si j'ai fait tout le processus et que l'entreprise m'a plu et que j'aurais aimé être recruté, mais que ce n'est pas le cas, je suis hyper partant pour recevoir d'autres offres d'emploi qui pourraient m'intéresser à l'avenir. Et après, ce sont les invitations à des événements ou les informations liées au marché de l'emploi. Voilà pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite commenter, Enzo, Mathieu. Je ne peux que renforcer l'importance de capitaliser sur tout le travail que vous faites. Si je devais donner qu'un conseil, c'est qu'il faut sortir de cette logique malheureusement trop présente historiquement. J'ai un recrutement à faire, j'ai un processus pour ce recrutement et une fois que le recrutement est terminé, je passe à autre chose. Mais rentrer plutôt dans chaque processus de recrutement, chaque candidat avec qui je rentre en contact est une opportunité, même si ça ne va pas au bout cette fois-ci, pour l'avenir. Et donc, rentrer vraiment dans une logique de vivier, de chouchouter ce vivier, d'essayer de segmenter et personnaliser. J'ai un vivier de personnes peu expérimentées, un vivier de personnes très expérimentées, des gens que j'ai rencontrés, d'autres on a juste eu des interactions par message, par exemple, pour que vous puissiez aussi choisir le type de lien que vous voulez garder en fonction de ce que vous avez construit déjà comme relation établie. Petit bonus, puisqu'on leur a posé la question, c'est très en vogue, le sujet de l'intelligence artificielle, ChatGPT, Mathieu en parlait tout à l'heure. Donc, on a demandé aux candidats ce qu'ils en pensaient. Globalement, ce qu'il faut en ressortir, hein, c'est moins le sujet de notre étude en soi quand même, mais on en a profité. Très peu de candidats aujourd'hui ont encore fait appel à l'intelligence artificielle pour leur candidature, 14%. 27% pensent qu'ils vont peut-être y réfléchir et un quart sont certains de l'utiliser. Donc, c'est encore peu évangélisé. Si vous, d'une façon ou d'une autre, pouvez en intégrer dans vos processus de recrutement, c'est une opportunité de se démarquer à nouveau. Je ne suis pas certain que ce soit ça qui fasse la différence, mais plutôt tout ce qu'on a dit avant, malgré tout, hein, pour être honnête. Mais voilà, les profils jeunes aussi sont assez enclins à apprécier l'intelligence artificielle. Pour terminer, peut-être quelques éléments de notre étude aussi autour des recruteurs, une étude qu'on a fait précédemment avec Page en fin d'année 2022. Vous pourrez nous dire si vous vous reconnaissez aussi là-dedans. On s'était rendu compte courant 2022 qu'il y avait urgence finalement à travailler sur le métier de recruteur, de ramener un peu plus de sens d'une certaine façon dans le métier, puisque ce qui ressortait, c'est que la majorité des recruteurs, une grande partie des recruteurs qu'on avait interrogés, nous disaient avoir l'impression de passer beaucoup de temps sur des tâches. Il est écrit à faible valeur ajoutée, elles sont pas forcément à faible valeur ajoutée, mais finalement, c'est pas celle. Je ne deviens pas recruteur pour trier des CV, je ne deviens pas recruteur pour faire des recherches dans des bases de données de candidats potentiels. Je deviens recruteur pour rencontrer des personnes et pour voir s'il y a une opportunité de collaborer pour, un, faire grandir cette personne et deux, évidemment, amener ses compétences au service de l'entreprise. Et c'est malheureusement de ce qu'on voyait assez, c'est finalement le peu de temps dans le quotidien des recruteurs. Et il ressortait qu'ils se posaient beaucoup de questions à l'époque. Hein, je ne suis pas sûr que ça avait beaucoup changé en un an.
40% des recruteurs voulaient changer de poste dans l'année qui venait ou d'entreprise. Comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, hein, la majorité d'entre eux se disaient être confrontés à de très grandes difficultés dans leur métier, donc c'est assez stressant, difficile. Et l'énorme majorité d'entre eux disaient être sollicités en permanence par leur manager, par leur direction. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on pense qu'on essaye de venir en aide sur ces éléments-là. Nos conseils, on va dire, au-delà de tout ce que vous avez vu, qui sont des éléments à prendre en compte pour construire vos parcours au mieux et sortir du lot, essayez de faire prendre conscience du contexte et futur, enfin, du contexte actuel et futur. Vous avez vu ce qu'on a montré, ça risque d'être de plus en plus difficile. Il faut se rendre compte qu'on est dans un panier moyen qui rétrécit. Donc, à vos managers, à vos clients, si vous êtes en cabinet ou si vous êtes des professionnels du recrutement, à vos partenaires, à toute l'organisation, finalement, aussi pour s'aligner sur le niveau de difficulté et ce qui est réaliste. Malheureusement, je pense que ce que vous vivez aujourd'hui, l'ensemble des personnes de votre écosystème n'en ont pas forcément conscience et on est peut-être resté un petit peu dans des travers historiques en disant oh, mais ça se trouve facilement, ça, dans 1 ou 2 semaines, ça sera bon. Ben non, il faut prendre déjà et mettre les bons objectifs au départ. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, les aspects d'agilité, un processus qui soit efficace, qui vous fasse gagner du temps. Et ça, une fois qu'on a fait tout ça, les outils qui vont vous permettre, eux, d'accélérer, de gagner en productivité, d'automatiser un certain nombre de choses qui peuvent l'être pour passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Mesurer aussi l'efficacité que vous faites, communiquer, avoir des éléments chiffrés pour coller sur ce que vous faites. Et c'est dans ce contexte-là que nos outils interviennent, bien entendu. Et peut-être un petit focus qu'on peut faire sur notre dernier outil en date qui s'appelle un CRM, un outil de relation candidat, où vous allez pouvoir mettre tout le vivier dont on vient de vous parler, toutes les personnes que vous avez contactées d'une façon ou d'une autre, des personnes qui vous ont été cooptées par des collaborateurs, des choses comme ça, vont se retrouver dans ce vivier que vous allez pouvoir segmenter au maximum, comme on l'a dit, et ensuite vous allez pouvoir construire les relations que vous souhaitez à partir de là. Donc, c'est l'ensemble de vos sources à un seul endroit. Et sur l'ensemble de ces sources, après, on se dit, voilà, j'ai un vivier, vous mettez le niveau de granularité de segmentation que vous voulez. J'ai un vivier de développeurs informatiques qui ont moins de 35 ans, qui sont dans la région de Lyon. Eh bien, pour ce vivier-là, je construis, voilà, je voudrais qu'ils reçoivent tous les mois les offres d'emploi qui correspondent à leurs compétences. Ça se fait automatiquement basé sur des outils de matching qui vont voir dans vos offres qu'est-ce qui pourrait correspondre aux personnes qui sont dans ce vivier. Je voudrais qu'ils soient tenus au courant dès qu'on a un événement dans leur région automatiquement. Je voudrais qu'ils reçoivent tous les 2 mois une newsletter avec les actualités de l'entreprise qu'on fait au niveau de la communication. Enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est très, très personnalisable, mais c'est l'enjeu, vraiment, d'entretenir en permanence et idéalement de façon automatisée et à l'échelle, sur beaucoup de profils, les relations pour que le jour où vous avez des besoins, finalement, vous ne démarrez pas une recherche à zéro, vous avez des contacts depuis des mois. Vous pouvez dire, voilà, vous lisez mes mails, évidemment, vous pouvez tracer si les personnes lisent les contenus et les ouvrent. Vous lisez mes différents contenus, les différents contenus de l'entreprise. On a une offre qui pourrait vous intéresser. Est-ce qu'on peut se parler? Vos chances de succès n'en seront que meilleures. Voilà pour terminer sur ces éléments-là. Vas-y Mathieu, je t'en prie. Merci Louis, c'est super intéressant cette dernière partie parce que finalement ça fait vraiment tout le lien avec tout ce qu'on a vu, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs dans vos messages sur le chat, beaucoup d'entre vous essayent aujourd'hui de plus en plus de personnaliser. Vous n'avez pas toujours la main bien sûr sur tout le process, sur la décision, etc. Donc forcément il peut y avoir des frustrations et des freins parfois liés au process, mais on est vraiment aujourd'hui arrivé à cette ère de la personnalisation. Et pour personnaliser, il faut avoir un outil adéquat. C'est vrai que c'est en ça aussi que avec des plateformes emploi comme Toulouse, on peut vraiment aussi, aujourd'hui, vous pouvez personnaliser vos offres d'emploi, mettre en valeur vraiment votre marque employeur, l'ambiance, la culture, qui sont vraiment des éléments très importants pour les candidats. Et cet outil CRM, c'est vraiment quelque chose qui peut venir vraiment enrichir cette expérience et vous proposer de passer vraiment à l'ère du marketing RH dont on parle souvent. C'est ça en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir personnaliser et adresser le bon message au bon candidat avec le bon timing. C'est comment en fait on peut aider à personnaliser cette expérience candidat à travers cet outil. Certains d'entre vous utilisent des outils de gestion de recrutement qu'on appelle ATS. Vous connaissez peut-être
des Talentsoft, Thalys sur la région toulousaine, ou encore des Between, Workday, etc. Suivant la taille de l'entreprise, vous avez des outils différents. Le CRM, en fait, est vraiment un outil qui fait vraiment ce travail de permettre de constituer ces viviers et en fait de capitaliser sur tout ce que vous avez investi. Parce que acquérir des candidats, avoir un vivier, ça coûte cher. Marie-Pierre l'a évoqué, elle passe du temps à les chouchouter parce que voilà, c'est dur de les attirer. Hein. Ça va être par du sourcing, par de la diffusion d'annonces, par différents canaux. Mais une fois qu'on a ceux ou ces viviers, il faut savoir en fait les entretenir et les animer. Donc c'est en ça que le CRM est un outil très puissant et qui vient en fait répondre à ce besoin. Peut-être si je peux compléter en rapport avec la plateforme, puisque c'est là où je suis un peu plus expert. C'est pour ceux qui la connaissent pas, c'est aussi aller voir les actualités emploi, les forums emploi qu'on organise aussi. Si vous êtes intéressé, c'est par là que vous pourrez accéder à des événements. Si vous les connaissez pas. C'est aussi par là que vous avez accès à tous les agendas et à toutes les actualités, aux webinaires qu'on organise aussi. Sans ça, vous n'êtes pas informé non plus. Et voilà, n'hésitez pas à suivre notre actualité et à créer un compte aussi pour y diffuser vos offres. Comme le disait Mathieu, vous avez une page entreprise pour tout ce qui va être marque employeur et pour vous mettre en avant et mettre vos offres pour que ça corresponde au mieux aux candidats et à ses attentes. Super. Et je vous ai mis le QR code si vous voulez le prendre en photo. Vous aurez accès à tous les résultats de notre étude puisque c'était déjà ce n'était qu'une sélection. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. On a 2 petites minutes de retard. Excusez-nous pour ça, mais ça veut dire que le sujet était riche. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? On laisse Louis, Mathieu, on fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour nous, c'est bon. Moi, je voulais je juste finir à l'heure et vous dire que on vous retenez pas plus. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Non, les gens s'en vont. Et vous aurez merci pour tous les commentaires. Vous aurez le replay si vous souhaitez. Il y avait effectivement beaucoup de questions. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours bien de ne pas être juste seul sur scène et voilà, d'avoir vos réactions et vos questions en direct. C'est super. Merci à tous. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. Au revoir. Mathieu, Louis, on peut rester Bien sûr. 2 minutes?